Bonjour Chris, Bonjour Cyril. comment vas-tu? Écoute, super. Comme un Déjà, mardi, comment? comme un mardi ensoleillé. Comme un mardi ensoleillé. Déjà, est-ce que tu peux nous dire où tu te trouves physiquement sur la Terre? Là en ce moment je suis à Boston, mais bon, en ce moment j'y habite depuis à peu près 20 ans. Ah, d'accord. Et donc, il paraît que tu es le premier collaborateur pentalogue aux US. C'est toi qui arrives en Oui, premier dans l'équipe? oui. Effectivement, j'ai rencontré Frédéric Lamy il y a à peu près 6 ans à Boston et puis on a décidé de faire un peu de route ensemble. C'est à l'époque que j'ai rejoint Pentagon. D'accord. Alors, juste avant qu'on commence à discuter de l'outsourcing, moi Hmm. j'ai découvert en regardant un peu ton parcours que tu avais commencé ta vie en tant qu'astrophysicien. Donc déjà, gigantesque respect, je suis désolé. Je sens que tu es quelqu'un de humble, je sens que tu es quelqu'un qui va pas en parler longtemps. Mais pour les gens comme moi, un astrophysicien, c'est un peu comme le Ronaldo, quoi. C'est un peu comme le Michael Schumacher. Non, ça, c'est pas un bon exemple. Le Jean-Paul Sartre, quoi. Donc, qu'est-ce qu'un astrophysicien finit par faire dans le business? Et comment t'es arrivé de astrophysicien à pentalogue? Oh, wow. Ah ouais, mais ouais, prends 2 minutes, 2, 3 minutes. On a le temps, c'est sur Internet, on est tous confinés, on a envie de savoir. Oui, bien sûr. Je pense que c'est une question de rythme. À l'époque où je travaillais sur des sujets d'astrophysique, j'étais dans le milieu de la recherche et je me sentais un peu en déconnexion avec le rythme de travail, euh, le rythme de travail, quoi. En fait, j'avais envie d'être impliqué dans des choses un peu plus, pas concrètes, mais plus présentes. L'astrophysique, on travaille sur des sujets qui sont Euh, on parle généralement en années, en dizaines d'années, en millions d'années, en milliards d'années, etc. Et j'avais besoin de quelque chose de plus dans la réalité. Voilà. Et donc un jour, tu as fait la bascule, tu as monté une boîte, tu as fait quoi? Ou tu es parti travailler dans une boîte? Je suis parti travailler dans une boîte, une société d'informatique. Après, à part l'astrophysique, c'est à peu près ce que je savais faire. Enfin, je pensais. Ouais. J'ai rejoint une société d'informatique à Grenoble et puis ça m'a bien plu, donc je suis resté. D'accord. Et après, tu as monté une boîte ou pas? J'ai monté une société avec des amis à Grenoble. Ouais. Quelques années plus tard, 6-7 ans après. Euh, et c'est ce qui m'a en fait amené à Boston, puisque cette start-up a bien marché. On était en France. C'était quoi? C'était un outil qui faisait de la preuve mathématique et qui permettait de prouver si un autre programme allait cracher ou pas. Bon, essentiellement, il y a toute une classe de software qu'on appelle des softwares embarqués. Ouais. On trouve en généralement dans les avions, dans les missiles, les voitures, les équipements médicaux. Et lorsque ces logiciels embarqués donc plantent, en général, ça fait des dégâts. Donc, on avait mis au point une technique avec un chercheur de l'INRIA qui est un prouveur mathématique et dont le but était de prouver l'absence ou la présence d'un certain type d'erreur. Voilà. Il y a des mecs qui font ça comme métier, ils prouvent des trucs. Il y en a beaucoup, hein, en fait. C'est D'accord. difficile, mais il y en a beaucoup quand même. D'accord. À peu près 250 dans le monde. Ah ouais. Et donc si Sur, t'étais, sur cette, et donc comment sur t'es cette... passé de Grenoble à Boston après? C'est quoi comment t'as fait ce saut? Eh ben, en fait, on était dans cette start-up et il fallait que quelqu'un aille aux États-Unis puisqu'on avait 50% de notre marché qui était Hmm. ce pays. Pour la faire courte, on a fait courte paille et j'ai parti. Ouais. Ça m'a l'air bien résumé. C'est peut-être parce que t'aimais le ski aussi. Si j'aimais le ski, je serais resté à Grenoble. Ah oui, c'est vrai. Bon, d'accord. Euh, non, en fait, bon, j'avais déjà travaillé aux États-Unis dans l'aéronautique, dans le domaine spatial, donc j'avais un peu des connexions et ça a un peu facilité mon départ aussi, quoi.
D'accord. Donc aujourd'hui, tu te retrouves VP des opérations États-Unis pour Pentalog. Ça veut dire que c'est quoi ton job tous les jours, ton vrai job? Euh, mon vrai job, c'est de m'assurer que nos clients euh, sont contents de ce qu'on fait, de pouvoir détecter leurs besoins dans, à moyen terme et de voir comment Pentalogue peut y répondre avec la force de travail que l'on a, les développeurs en outsourcing et en offshore. D'accord. Alors, l'outsourcing, c'est le sujet du jour. Mm. Euh, j'en parlais dans mon petit sketch, la question du président. Est-ce que c'est le moment de recruter ou pas? Ou est-ce que l'outsourcing, ça peut être une solution en temps de crise, justement? Est-ce que tu peux nous commencer d'abord à nous expliquer c'est quoi vraiment l'outsourcing? Mm. Donc c'est une option en fait. C'est une option que les sociétés choisissent, adoptent. Bon, ça fait quand même 40 ans que, voilà, 30 ans que ça existe, début des années 90. C'est une option que donc les sociétés choisissent pour réduire leurs coûts, pour réduire le temps d'accès à un marché, par exemple, Mhm. dans un milieu compétitif. Donc, voilà. En gros, c'est le principe de l'outsourcing. Donc, on va aller chercher des ressources probablement moins chères dans des pays où le niveau de vie est moins élevé, des talents aussi, Mhm. pour que finalement le coût de production d'un produit, que ce soit du software ou une voiture, soit plus faible. D'accord. Mais l'outsourcing, alors, c'est une forme d'externalisation du travail, en fait. C'est qu'au lieu d'embaucher dans ta boîte, tu parles pour les gens qui connaissent même pas le mot, hein, ça existe, il y en a plein. Ouais, C'est au lieu d'embaucher des gens définitivement chez toi, tu les fais travailler, ils sont ailleurs, quoi. absolument. Outsourcing, c'est sourcer out, en dehors. D'accord. Donc c'est reposer sur des compétences externes à l'entreprise, donc des personnes qui ne sont pas employées, pour accélérer dans la croissance de l'entreprise. Donc l'outsourcing peut être local, ce qui n'est pas réellement, enfin ça peut se faire, mais enfin c'est rarement utilisé. Ouais. Ça peut être dans une zone proche, 1 à 2 heures de décalage en fuseau horaire, donc on va plutôt parler de nearshore. Et au-delà, ça s'appelle du offshore. D'accord. Voilà. Donc, en général, outsourcing et offshore ou offshoring sont des termes qui maintenant sont presque équivalents. Mais à la base, on est toujours à résoudre le même problème. Ce sont des sociétés qui veulent réduire leurs coûts de production, de Mhm. fabrication, ou gagner du temps sur la construction d'un produit. Et alors, j'ai vu dans les chiffres que c'est un marché mondial de 89 milliards, c'est ça? Tu savais ça? Alors, le marché de 89 milliards ou 100 milliards, c'est plutôt la croissance, Hmm. c'est le rajout sur les 5 prochaines années. Le marché aujourd'hui, il est à peu près de 420 milliards, 430, Ah, d'accord. et il devrait atteindre les 530, enfin, bon, à horizon 2022-2023. Donc D'accord. les 100 ou les 80 milliards dont tu parles, c'est la croissance. Donc Ah, c'est un ok. marché, l'offshore, c'est un marché qui est en croissance constante, euh, à peu près 5% par an, et tout simplement qui est les drivers, enfin ce qui constitue cette croissance, c'est que dans les pays où on a besoin d'ingénieurs, en Europe, aux États-Unis, etc., il n'y a pas assez d'ingénieurs logiciels Parce que qui sont produits en fait. l'essentiel du outsourcing, c'est sur de l'informatique, c'est Non, 80%. non, non, on peut avoir de l'outsourcing sur beaucoup de sujets. Là, on parle que de l'IT outsourcing. D'accord. Mais c'est Ouais, quand même la pour l'informatique. majorité de tout ce qui est développement de soft et tout ça, c'est le gros du business mondial. Ouais. D'accord. Pour Pentalogue, oui, c'est notre marché. Euh, Effectivement, ouais. Enfin, c'est de ce dont on parle. Ouais. Ouais. Là, je parle que de IT outsourcing. Alors, c'est quoi les avantages?
Moi, je suis une boîte et j'en ai jamais fait. Tu vas me dire quoi? Pourquoi passer par de l'outsourcing? Alors, la première raison, c'est réduire les coûts. Ça, c'est définitivement la première raison. Il y a un gap important entre un ingénieur à Boston, Mhm. en particulier son salaire, les coûts associés à son embauche, les coûts associés à son matériel de travail, etc. Donc on va réduire ces coûts-là. La deuxième raison, c'est l'accès à des talents de manière plus rapide. Aujourd'hui, si on veut recruter, on va parler des États-Unis, il faut entre 6 et 8 semaines Mhm. pour trouver un talent, pour trouver des ingénieurs, c'est une moyenne. En accédant ou en sourçant, en outsourçant cette recherche, on peut accéder à un marché beaucoup plus large, beaucoup plus international. Par exemple, pour Pentalogue, si on fait une recherche d'un profil, on va taper dans une base de données qui fait 200, 300 000 personnes. Mhm. Ce qui est un gain de temps considérable pour une société. Donc si par exemple je veux sortir un produit, je suis une société américaine, je veux sortir un produit ou monter un site d'e-commerce demain, je sais qu'il va me falloir 6 à 8 semaines pour trouver les ingénieurs qui vont monter ce site web. Si je fais de l'outsourcing, je peux trouver ça probablement en 2 à 3 semaines. Donc il y a un gain de temps, il y a un gain sur les coûts, sur les salaires, etc. Il y a aussi un gain de temps sur la marge, le manque à gagner ou Mhm. d'être venu sur le marché plus tard. Donc mettre en ligne un site d'e-commerce le 1er mai est plus efficace que d'attendre d'embaucher le bon talent localement et de sortir ce même site le 1er juin, puisqu'on perd un mois d'exploitation finalement. Donc voilà les quelques raisons. Une autre raison, c'est qu'un certain nombre d'entreprises ont besoin d'experts, mais n'ont pas nécessairement besoin de cet expert à temps plein. Mhm. Et là encore, l'outsourcing est une bonne solution, puisqu'on peut embaucher des experts de manière très temporaire, sur une semaine, sur un mois, sur 6 mois, ou à 50% du temps. Ce qui correspond donc à trouver une adéquation entre les besoins de la société et ce qu'elle peut Mhm. payer. D'accord. Et alors, les boîtes, ça leur pose pas de problème de passer par des équipes qu'elles connaissent pas, qu'elles voient pas. Comment ça se passe, cette perte de contrôle? C'est un argument ou pas? Oui, il y a une perte de contrôle dans l'offshoring. C'est une perte de contrôle qui est surtout présente chez les gens qui n'ont jamais fait d'outsourcing ou Ouais. d'offshoring. Et il y a des méthodes en fait pour contrecarrer ou pour faciliter, pour diminuer en fait ce risque ou cette perception. Donc on a la chance de vivre dans un monde où les communications virtuelles sont plutôt performantes. Cette conversation, un bon exemple. Et en fait, ces conversations sont des conversations qui ont lieu sur tous nos projets. C'est-à-dire que les ingénieurs qui sont en offshore sont en contact permanent avec les clients aux États-Unis, les clients en Europe. Mhm. Voilà, c'est comme ça qu'on réduit le gap culturel, le gap de communication. Et en fait, c'est à la base même de la façon dont on gère nos projets. On les gère de manière agile. Et un des principes de l'état d'esprit agile, c'est la communication, c'est la transparence, et qui est sous-jacent en fait à tout ce dont on discute. L'efficacité des projets menés en mode agile et surtout en offshore est liée à la qualité de la communication qu'il y a entre les développeurs en offshore et les sociétés qui les recrutent. D'accord. Alors attends, parce que je crois il y a Christelle qui a une question.
Ah, Tadam. Est-ce qu'elle est prête? super, Elle est là. j'adore. Et hello Chris, on a une question, je pense qui est reliée à une des dernières émissions qu'on a faites avec Hugo de Skill Value. La Ah. question est, on trouve les experts en outsourcing ou en tant que freelance? Les deux options sont valides. Je pourrais pas recommander l'une ou l'autre, puisqu'en fait, ça dépend de quel est le besoin et pour combien de temps. Le freelance peut intervenir comme expert, et il y a beaucoup de freelancers qui sont experts sur des sujets. Le voilà, c'est tout. Et là, et dans les deux cas, en fait, le freelance c'est une option, enfin c'est une variante de l'outsourcing. D'accord. Merci Christelle. Mais Merci à vous. du coup, tu disais que c'était une des composantes de l'entreprise agile. Euh, c'est quoi le mix entre la force que tu as en interne et la force que tu externalises? Est-ce qu'il y a des règles? Comment tu choisis de faire une équipe outsourcée ou plutôt que de l'embaucher? C'est quoi la règle d'agilité là-dedans? Alors, il n'y a pas de règle d'agilité. L'agilité, c'est un moyen, c'est un état d'esprit qui permet de réduire le risque de construire un produit qui correspond à rien. Donc ça, c'est à part. Les règles, on va dire, qui de bonnes, enfin les règles liées à l'outsourcing, en général, c'est comme un peu la loi de Pareto, c'est 80-20, 80% inside, 20% outside. Donc il y a des règles comme ça qui circulent, mais finalement, c'est pour se donner des lignes de conduite. Et généralement, si on a besoin de 100 personnes, on peut commencer, alors 100 personnes pour les 3 mois qui viennent, on peut, mais comme il y a de l'incertitude, on peut commencer à embaucher, je sais pas, 80 en interne et 20 en externe, et voir comment ça se passe. En fait, l'outsourcing, c'est pour les sociétés un moyen de mitiger un risque de dépenser trop si le marché se restreint, se réduit. Donc c'est une sorte de matelas d'amortissement. C'est plutôt un amortissement. Donc là, aujourd'hui, dans cette crise, est-ce que pour toi, c'est le moment idéal de faire de l'outsourcing? Oui, en fait, dans cette crise, il y a plusieurs choses qui sont compliquées pour les entreprises européennes et américaines. C'est que si elles veulent embaucher, elles doivent réfléchir un peu leur politique de recrutement, leur politique d'embauche, politique de formation. On peut plus être sur site. Donc, comment on fait pour faire du recrutement? Bon, on peut faire des interviews sur Skype ou sur autres outils de communication online. Et si on veut former cette personne, comment on fait? Donc, c'est pas que c'est impossible, mais ça rajoute de la viscosité. Donc, si une société est pressée, et aujourd'hui, je travaille avec des sociétés qui sont pressées, elles veulent mettre leur site en ligne, elles veulent accélérer, récupérer le plus de clients possible. Ils n'ont pas le temps de recruter. Donc l'outsourcing, c'est une façon, comme je disais tout à l'heure, d'adresser, de trouver des talents de manière très rapide, sans mettre en péril la société. Pourquoi? Parce que si il y a une contraction du marché pour une société, il est plus facile de se séparer de forces en outsourcing que de forces en local. Donc voilà, c'est une bonne option. D'une part pour le ramp-up, mais aussi pour le ramp-down. Et est-ce que je réfléchis, mais est-ce que tu mets ton cœur de business en outsourcing ou tu commences par des choses périphériques? Est-ce que tu conseilles aux boîtes de tout donner? Comment tu choisis les projets aussi? Ouais. Donc en général, la recommandation, c'est que on va outsourcer les activités qui sont pas liées au cœur de métier.
Donc, si mon cœur de métier, c'est un équipement médical lié au diabète, donc une mesure d'analyse de la couleur du sang ou quelque chose comme ça, le conseil, c'est très certainement d'internaliser toute cette partie scientifique qui correspond à la propriété intellectuelle de la société, donc l'analyse du sang, et d'outsourcer les périphériques. Par exemple, l'app iPhone qui permet de voir les résultats de cette analyse de sang, notifier le patient pour prendre une dose d'insuline, et des choses comme ça. Donc il y a cette règle un peu qui est de ne pas outsourcer enfin commencer à outsourcer les activités qui ne sont pas au centre, au cœur de métier. Il y a cette crainte dans l'outsourcing du détournement de la propriété intellectuelle. Donc s'il y a quelque chose sur lequel il faut diminuer le risque, c'est la propriété intellectuelle. Donc ne pas outsourcer ça. Ou si on l'outsource, de le faire avec précaution. D'accord. Et pour revenir au coût, c'est une question qui me traverse là, mais quand je prends n'importe quel exemple, une boîte américaine vient te voir et te dit il me faut 30 personnes. Ouais. C'est quelqu'un de Pentalogue qui décide de la composition de l'équipe et qui fait un panaché international, ou vous prenez 30 personnes en France ou au Vietnam ou je sais pas où, ou un mélange? Comment ça se passe? En fait, c'est une discussion avec cette société pour savoir en fait à quoi vont servir les 30 personnes. Donc, est-ce que c'est des personnes qui vont travailler en symbiose? À ce moment-là, on va privilégier une ville, une zone géographique où les gens sont en symbiose réellement. Ou alors, ça peut être 30 personnes qui travaillent sur des choses, des sujets corrélés, mais suffisamment indépendants pour qu'elles puissent travailler sur des zones géographiques différentes. Il peut y avoir aussi des équipes qui travaillent 24 heures sur 24. À ce moment-là, il faut les séparer. Il faut les mettre sur des zones, des fuseaux horaires séparés de 8 heures en fait. Donc ça dépend. C'est une discussion que l'on a généralement avec le client, enfin très certainement avec le client. Mais tout se fait en fait, c'est pas une règle, c'est pas obligatoirement 30 personnes dans le même pays à la même heure. Pas de règle. Et pour les coûts, alors c'est encore une question triviale peut-être, mais est-ce que ça compte aussi? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a des gens à outsourcer moins cher que d'autres et du coup ça, tu vois? Bon, la discussion, alors là c'est plus une opinion personnelle. Pour moi, la discussion du prix, du coût est presque secondaire parce que il y a de telles différences de productivité entre deux ingénieurs logiciels, même avec le même niveau, que discuter 5%, 10%, 20%, ça n'a pas tellement de sens. Ce qu'on préfère faire, c'est avoir des termes contractuels souples, agiles, flexibles, qui permettent à nos clients de dire bon bah cet ingénieur ne va pas, il faut changer, et on le fait, puis c'est tout. Plutôt que de négocier sur un tarif qui de toute façon est important en termes de cash, court terme, et finalement sur le long terme n'a pas d'importance. D'accord. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'entre deux ingénieurs, on peut avoir un rapport 3, 4, 5 même de productivité. D'accord. C'est énorme. Ouais. C'est deux écrivains. Je ne vais pas comparer la littérature et la programmation, mais quand même, pour faire une analogie, ce sont deux écrivains. L'un peut écrire avec le même fini, la même qualité finale. On peut écrire un livre, l'un en 1 semaine, l'autre en 5 semaines. C'est ça, quand même, le gap possible entre deux ingénieurs software. D'accord. Donc le prix, quand on parle de pourcentage,
10, 20, 30, 40%, c'est pas Mais d'ailleurs, c'est des secondaire. prix, c'est à la journée, c'est quoi? C'est du temps homme-jour, c'est quoi? Ça se compte comment l'outsourcing? En fait, c'est à l'heure. C'est à l'heure. Bon, la plupart de des ingénieurs qui travaillent sur des projets pentalogue, quoi, travaillent 8 heures par jour. Hmm. C'est commun. Mais quand bien même, on a un tarif horaire. Pourquoi? Parce que dans certains cas, nos clients nous demandent de faire de l'overtime. Donc, de travailler plus de 8 heures par jour. Et on va facturer les heures supplémentaires. Hmm. D'accord. Voilà. Écoute, pour finir, j'ai une dernière question. Est-ce que tu as le droit de nous donner un exemple d'un bon client américain avec lequel tu bosses bien, que tu connais bien, qui fait de l'outsourcing, qui en est content, qui en parle, et tu pourrais nous donner un cas Je vais d'usage? faire des jaloux, là, si j'en cite qu'un. S'ils en ont plusieurs, fais comme en France, t'en cites trois, alors j'en sais rien, mais un avec qui tu bosses bien, tu sais combien t'as de personnes et ce qu'ils font, qu'on voit un peu ou pas? Oui, oui, oui. En fait, à Boston, on a ce client qui s'appelle. Je prends cet exemple parce qu'il est, même s'il est américain, il va parler beaucoup de français. C'est une société qui s'appelle Coravin. C'est une société qui fabrique une sorte d'appareil qui se met La bouteille de vin. sur les bouteilles de vin et qui permet de se verser du vin sans enlever le bouchon. Hmm. Alors, le gros avantage, enfin je vais pas faire la vente du produit Coravin, l'avantage, on se dirait pourquoi on fait ça. Ben, en fait, il y a des vins qui ne méritent pas d'être bu d'un seul coup, on va dire, des grands vins, etc. Et on aimerait bien en boire un verre de temps en temps sans finir la bouteille. Ça, c'est la solution à ce problème-là. Hmm. Ce qui se passe, c'est que Coravin a développé, a inventé même ce système, inspiré d'une piqûre de moustique. Donc c'est une aiguille qui perce le bouchon. Au fur et à mesure que le vin est versé, on a un gaz inerte qui vient prendre la place de l'oxygène, enfin du gaz. D'accord. Ce qui permet de conserver les propriétés du vin même si ça a été versé, ça permet de conserver les propriétés du vin pendant pas mal de temps. Bon, long story short. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? On fait tout leur site d'e-commerce, Mhm. toute la partie transaction, que ce soit avec des utilisateurs, des clients individuels qui vont acheter ça, mais aussi les restaurants qui sont équipés, les sommeliers, les caves à vin. Enfin, donc on s'occupe de l'infrastructure web pour Coravin et on les aide dans cette croissance. Il y a 12 personnes qui sont sur ce projet. Il y en a à peu près, il y en a 4, 5 qui font la partie mobile, puisqu'il y a une application mobile Coravin qui permet c'est super sympa d'ailleurs, vous pouvez la télécharger, elle est gratuite. On a la partie back office qui est une plateforme e-commerce qui permet de gérer tout l'argent D'accord. qui est géré par ce site et qui permet de gérer les inventaires, la logistique, tout ça. Ça c'est un premier client. Un deuxième client, c'est si j'ai le temps. C'est un client que je peux pas nommer Ah bah non alors. réellement. Ça, Je peux pas en parler alors. bah, ça manque de fraîcheur, ça manque de Ouais, sexitude. ouais, ouais. Non, non, mais c'est pas Donc, grave. Écoute, déjà. donc c'est un client qui se trouve à Boston aussi, qui est un spécialiste mondial du voyage. Euh, une sorte de site de réservation, de recherche. Quand on cherche un bon restaurant, un bon hôtel dans une ville, on fait une recherche et généralement, ce site-là Je sort. me demande quel est ce client mystère. Et alors, donc là, vous faites pour eux quoi? Une mission d'outsourcing aussi? Oui, on a une vingtaine d'ingénieurs qui travaillent pour ce client D'accord. et essentiellement, ces 20 ingénieurs travaillent sur l'expérience utilisateur. D'accord. Donc, qu'est-ce que les visiteurs font sur ce site et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces visiteurs cliquent sur des liens de booking, etc. Puisqu'en fait, Mhm. c'est le business model de cette société. Lorsqu'elles font du référencement vers une transaction pour
pour un hôtel, pour un restaurant, une réservation, etc., ils prennent commission. Mhm. Donc toute amélioration qu'on peut faire sur ces conversions font gagner de l'argent à notre client et on se spécialise pour ces clients-là là-dessus, quoi. Eh ben écoute, merci beaucoup Chris, c'était très clair, précis, intéressant. Bah super, avec plaisir. Merci Avec plaisir. beaucoup, on se reverra peut-être durant cette crise, je ne sais pas en tout cas. Merci pour ton intervention.